fallait qu'il y ait d'indicateurs tangibles et palpables qui puissent étayer l'affirmation de la surproduction agricole. C'est ce qu'a fait savoir Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, lors d'une conférence de presse. Suivez plutôt Faustin Ndikoumana. La communication d'aujourd'hui concerne le secteur agricole qui est un secteur sensible, surtout dans notre pays. Et très récemment, on parle d'une certaine surproduction de la production agricole, mais sans toutefois qu'il y ait d'indicateurs tangibles, palpables, qui puissent étayer cette affirmation. Parce que si on analyse, s'il y a une surproduction, les prix diminuent demain, à partir de l'offre et de la demande. Mais aujourd'hui, si on analyse sur le terrain, on constate une inflation des produits agricoles, très vraiment visible. Même au niveau de l'ISTEBU, c'est visible. Les publications de l'ISTEBU viennent de prouver que la part de l'inflation des produits agricoles, alimentaires, au niveau de l'inflation globale est très élevée. Il dépasse même des chiffres, c'est plus de 10%. C'est contradictoire. Encore plus au niveau sanitaire. C'est la surproduction de quelle denrée alimentaire? La banane, elle est rare dans plusieurs provinces. Allez voir après la patate douce, la pomme de thé. Le riz aussi garde un prix exorbitant, sans parler d'autres cultures. Si on est aujourd'hui dans la période de récolte de haricots, ça ne doit pas dire que nous sommes dans une période de production, surtout que c'est une seule saison. Est-ce que la production d'aujourd'hui va-t-il vraiment couvrir les besoins annuels ou d'une certaine période de consommation des Burundais? C'est pour cela qu'on doit se fier aux chiffres, des enquêtes à partir des chiffres précis, des statistiques. Quels sont les besoins en consommation des Burundais en denrées alimentaires? Quels sont les besoins? Si un Burundais mange de façon, mange décemment de façon vraiment à satisfaire les besoins, ses besoins alimentaires, les besoins qui s'expriment s'élèvent à combien? Quelle alors est la production annuelle de tel ou tel denrée alimentaire en tonnes? Alors on fait une comparaison. Sinon, sans parler des chiffres, si on analyse l'inflation, il n'y a pas d'indicateur tangible et suffisant pour prouver qu'aujourd'hui il y a une surproduction. Il faut alors peut-être voir si ce sont un discours politique, mais sinon, en tant qu'expert qui suit ça, et nous nous exprimons sur des choses qu'on observe. Au niveau de la fixation des prix aussi, là aussi nous affichons des réserves. Est-ce qu'on peut, d'abord en économie, il est difficile de fixer les prix sur un marché où il y a beaucoup d'offreurs, donc qui vendent la marchandise, et beaucoup d'acheteurs. Beaucoup d'offreurs et beaucoup d'acheteurs. Difficile à fixer le prix. On fixe les prix dans une situation où le vendeur est en situation de monopole, c'est un seul vendeur, ou bien c'est un seul acheteur. Quand je suis un seul acheteur d'un produit, je peux dire, je vous achète la marchandise à tel prix quand je suis un seul acheteur. Quand je suis un seul vendeur, je peux fixer le prix. Mais dans des conditions où il y a une concurrence pure et parfaite, plusieurs offreurs, plusieurs acheteurs, il est difficile de fixer le prix. Est-ce qu'on va dire, on va donner l'ordre à un producteur ou l'imposer au prix appliqué sur son régime de banane? Je crois qu'il faut une réflexion, il faut une introspection sur cette pratique. Aussi, pourquoi enlever le droit à quelqu'un qui a vraiment qui a dépensé son énergie pour produire? Pourquoi lui a le droit de fixer le prix lui-même d'une marchandise d'un bien qu'il a produit? Normalement, l'économie, c'est un droit aussi. Et si on analyse aussi cette pratique de collecter, d'acheter les graines de maïs, et bientôt on parle aussi du haricot, d'autres denrées alimentaires, on se demande quelle est la finalité de cette collecte, de cet achat. C'est pour revendre. Est-ce que vraiment le gouvernement va mettre de la valeur ajoutée sur ces graines de maïs ou ces produits alimentaires achetés? Y a-t-il de la valeur ajoutée? Est-ce qu'on va les revendre à l'État où ils se trouvent?
Donc vous achetez une marchandise dans la matière, vous fixez le prix vous-même, vous le fixez sans négociation, et puis vous commencez à revendre à un prix. Ah, un prix élevé. Maintenant, le prix coûte aujourd'hui 900, 1000 francs. Aïe, ça commence à dépasser 8 francs. Cette différence, c'est l'État qui va collecter. S'il a acheté à 680. Maintenant, s'il veut vendre à 1000, à 900, l'État se lance dans un commerce pour avoir des recettes à partir du commerce dans les alimentaires. J'ai suivi le ministre de l'Agriculture parler qu'il y a, je crois, des parlementaires ou quoi qui sont venus s'approvisionner dans ces stocks pour aller secourir, je crois, des sinistrés quelque part. Est-ce qu'on leur a donné gratuitement? Est-ce qu'ils ont acheté ces grains de maïs à quel prix? Il y a quand même, j'imagine, et si c'est une organisation internationale, qui a son PAM, qui viendrait s'approvisionner, par exemple, est-ce que l'État va appliquer quel prix? 1000, 1100. Il va créer un bénéfice. Donc, j'achète les grains de maïs, je fixe le prix moi-même, le producteur n'a plus ce pouvoir. Pourquoi, si le gouvernement juge que 680 est un prix attrayant, pourquoi ne pas laisser la concurrence aux autres? Si les autres donnent 700, c'est la concurrence en économie. Et les vendeurs pourront aller vendre les marchandises à un endroit où ils désirent. Il faut quand même ne pas enlever totalement le droit au producteur de fixer le prix. J'imagine que plutôt il faut se concentrer sur les défis actuels qui hantent le secteur agricole pour augmenter la production. Parce que déjà le secteur agricole, c'est 40% du PIB, alors qu'il occupe le secteur occupe 90% de la population. Le secteur agricole contribue à 40% au niveau de la création de la richesse nationale, du produit, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Il faut se connaître ces défis liés aux terres cultivables, la petitesse d'exploitation agricole. On avait un de 0,25 hectares par ménage. Il y a plus de 30% des familles sans terres agricoles. Ça nécessite alors dans cette situation une agriculture intensive qui exige des moyens, quantité d'engrais, semences sélectionnées, outils de culture, cultiver une grande, des hectares et des hectares. La première base de la production, c'est la grandeur des surfaces cultivables. Les laboratoires, la recherche, il faut des laboratoires. C'est dommage, par exemple, que le Burundi n'ait pu, par exemple, créer un laboratoire très moderne pour soutenir la production agricole. Un laboratoire très moderne. Si nous jouons que le secteur agricole, c'est le secteur moteur de développement. On devait avoir vraiment mis sur pied un laboratoire moderne, recherche, et aussi étendre l'agriculture à partir de l'usage des systèmes d'irrigation, usage des tracteurs, pour vraiment tendre les surfaces cultivables. Mais je dois dire aussi que le secteur agricole, il faut être devant la réalité. Ce n'est pas le secteur agricole seul qui va relancer la croissance, seule la croissance économique. C'est déjà parce que ça exige. L'agriculture intensive exige les moyens. Maintenant, les petits agriculteurs ne peuvent plus avoir même une production d'autosubsistance. Quelque part, ils doivent aller sur le marché. Il faut alors d'autres opportunités, d'autres métiers pour permettre à augmenter le revenu, même en milliards, pour pouvoir acheter la production alimentaire, certes, produite par les gens engagés. Petit à petit, le nombre d'agriculteurs vraiment professionnels va diminuer, c'est-à-dire que même en dehors de la petite agriculture familiale, il n'y a pas de plantation, de grandes plantations culture.
culturelles qui peuvent vraiment augmenter la production de façon visible. C'est aussi lié à la petitesse de notre territoire. Et je ne sais pas si vous avez vu comment, par exemple, au Congo, Moïse Katumbi, ces plantations agricoles, ces exploitations agricoles, c'est presque le territoire du Burundi. C'est l'exploitation. C'est presque le territoire, c'est presque 2 ou 3 provinces du Burundi. Mais ici, avec la petitesse de notre territoire, même si on analyse les petits pays comme l'Israël, la Hollande, la Belgique, l'agriculture dans ce cas exige vraiment des moyens, une agriculture intensive. Augmenter la production sur une petite, c'est par production par hectare. Sinon, les exportateurs nets des produits agricoles, c'est là les États-Unis avec ces plantations de blé, de quoi, la Chine, des pays comme le Chili ou l'Argentine. Dans ce cas, il faut vraiment mettre beaucoup de paquets pour que cette croissance économique qui nous donne cette lutte contre la pauvreté soit une réalité.